des provisions particulières. Il s'agit en fait de passifs, passés sous la forme de provisions, parce que le mot probable est le mot clé du système des provisions. Donc, dès qu'il y aura probabilité, plus quelques conditions à remplir, nous aurons obligation de passer une provision. Et nous allons examiner ces points-là sur 4 provisions particulières. Les coûts de restructuration, le droit individuel à la formation, les chèques cadeaux ou cartes de fidélité et les médailles du travail. Alors, nous allons aborder le premier point, c'est-à-dire les coûts de restructuration. Et je vous ai promis chaque fois une petite définition, un petit peu, faut-il passer une provision? Si oui, comment on va l'évaluer? Parce que c'est l'essentiel au niveau de l'examen. Il faut savoir si je dois passer une provision, quelles sont les questions à se poser et comment je peux le chiffrer. Alors au niveau des coûts de restructuration, une définition, qu'est-ce qu'une restructuration? Eh bien une restructuration peut consister en différentes opérations. Je vous en cite quelques-unes. La vente ou l'arrêt d'une branche d'activité, ça c'est de la restructuration. La fermeture d'un site d'activité, restructuration. La délocalisation d'une activité d'un site à un autre site. La suppression d'un niveau hiérarchique. Une réorganisation des activités de l'entité. Vous savez très bien, vous sentez très bien qu'il va y avoir des frais à engager. Mais ces frais qui sont à engager, faut-il pour autant les provisionner à la clôture de l'exercice? Ça, c'est une question importante. D'accord? Alors, nous allons voir le point suivant. Quel est le fait générateur d'une provision? Autrement dit, comment répondre à la question, est-ce que je dois passer une provision pour restructuration? Ça, c'est très important. Le chapitre des provisions, bon, nous ferons du classique à l'occasion d'une autre intervention, mais là, ça rentre un petit peu dans les provisions particulières. Donc, le grand système des provisions en comptabilité est quelque chose de très important au regard de l'examen et pour les entreprises. Donc, le fait générateur d'une provision, eh bien, dès l'instant où les coûts de restructuration vont représenter un passif, il faudra provisionner. Alors la question qui demande réponse, c'est à partir de quand la restructuration, si vous voulez, ou les charges de restructuration doivent être considérées comme un passif. Il y a un certain nombre de conditions à remplir depuis 2004, donc affectées à partir du 1er janvier 2005, et il faut les connaître. D'abord, il faut qu'il y ait une obligation de l'entité envers des tiers. Donc déjà une obligation. Ça sera un point permanent. Toujours une obligation qui existe à la clôture de l'exercice. Envers quelqu'un, on a toujours une obligation envers quelqu'un. Par exemple, j'arrête un site, il va y avoir des licenciements. J'ai une obligation de compenser les licenciements. D'accord? Donc j'ai une obligation. Il faut qu'elle existe en fin d'exercice. Il faut que cette obligation ait comme origine une décision prise par l'organe compétent. Bien sûr. Comment savoir s'il y a une obligation? Il y aura obligation s'il y a une décision qui a été prise par l'organe compétent. Et il faut aussi qu'il y ait une annonce de la décision aux tiers concernés avant la date de clôture. Sinon, on ne peut pas passer les provisions. Justement, les difficultés sont venues dans ces modifications à partir du 1/1/2005 par le fait qu'on exige maintenant beaucoup plus qu'avant l'existence d'un ensemble de conditions pour pouvoir provisionner. Et des choses qu'on provisionnait il y a quelques années ne peuvent plus être provisionnées à l'heure actuelle parce que l'une des conditions n'est pas remplie. D'où l'importance de connaître les conditions à remplir. Généralement, il n'y en a que 3. Dans les restructurations, c'est un peu particulier, on les développe un petit peu plus. Donc, obligation de l'entreprise résultant d'une décision prise par l'organe compétent avant la clôture de l'exercice. L'annonce doit être faite aux tiers concernés avant la date de clôture. Et il faut bien entendu que l'entreprise n'attende pas une contrepartie de ces tiers qui soit au moins équivalente. Parce que s'il y a contrepartie, pourquoi provisionner s'il y a une contrepartie? La contrepartie annule le risque, d'accord, ou la dépense. Bien. Alors,
l'existence, que peut-on donner comme autre précision? L'existence de l'obligation nécessite que la décision soit traduite, parce quand même une restructuration c'est quelque chose d'important, hein. Ce n'est pas une petite chose. Hein. Donc il faut que la décision soit traduite par un plan formalisé et détaillé de la restructuration. Hein. Il faut expliciter cette restructuration. Deuxième précision que l'on peut apporter, l'annonce au tiers concerné n'est pas nécessairement individuelle. Ça peut être une annonce collective, hein, une annonce sur le journal, une circulaire qui passe dans les services de l'entreprise, etc. Et les coûts de restructuration ne peuvent être provisionnés tant que l'entité n'est pas engagée par un accord irrévocable. Donc l'entité va être obligée de passer encore un écrit et passer un accord sur cette restructuration, accord qui ne pourra pas être remis en cause. Donc c'est rare, c'est à ma connaissance le seul domaine où on demande autant de précision pour pouvoir passer une provision. Alors attention, une petite particularité sur le point suivant qui est l'évaluation de la provision. Pour restructuration, bien entendu. Alors, la provision ne doit inclure que les dépenses nécessairement entraînées par la restructuration et qui ne sont pas liées aux activités futures. Alors attention, le piège, il est ici. Les textes ont dit que lorsque la restructuration, par exemple sur un secteur d'activité, consiste à modifier quelque chose, mais l'activité, une fois restructurée, va continuer. Eh bien, cette continuation de l'activité représente une contrepartie et là, il ne faut pas provisionner. D'accord ? Donc, on ne provisionnera pas les dépenses de restructuration qui sont effectuées dans le cadre des activités futures. Par contre, si c'est l'arrêt d'un site et s'il y a des licenciements, croyez-vous que les indemnités de licenciement, il y ait une contrepartie en retour des licenciés? Mais non, les gens s'en vont, l'entreprise n'aura pas de contrepartie. Donc là, il faudra provisionner. Absence de contrepartie au moins équivalente en provenant des tiers concernés. D'accord ? Voyez ? Donc n'oubliez pas, hein, mais on le reprendra ça dans le cours de provision, mais ça s'applique ici. Si la restructuration touche des activités qui vont se poursuivre dans l'avenir, une fois restructurées, c'est la contrepartie qui empêche la passation d'une provision. Voilà pour ce qui est de ce premier thème. Deuxième thème, droit individuel à la formation. Eh bien, ce droit, on va positionner une définition et quelques caractéristiques. Ce droit est un dispositif qui permet aux salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui permet donc à ces salariés d'acquérir un crédit d'heures de formation. Voilà le départ. Hein. Donc, c'est un texte légal. Salariés en contrat à durée indéterminée bénéficient d'un droit d'heures de formation. Les coûts de formation ainsi que le montant de l'allocation versée aux salariés pendant la période de formation qui a lieu en dehors des heures de travail, sont à la charge de l'entreprise. Donc, vous voyez, dépenses à la charge de l'entreprise. Une fois qu'on a positionné ça, posons-nous les mêmes questions que tout à l'heure et voyons voir quelles sont les conditions à remplir pour passer ou pas une provision. Traitement comptable. Faut-il passer une provision? Eh bien, deux situations sont à distinguer. L'une dans laquelle on ne passera pas de provision, et l'autre mais il y aura de la logique, et l'autre dans laquelle on passera une provision. Et la logique va nous servir souvent à trouver la solution, je vous le répète depuis plusieurs fois, hein, et vous allez voir. Deux situations sont envisagées. La première situation, c'est qu'il y a un accord entre l'entreprise et le salarié sur les actions de formation. On est d'accord. Vous voulez faire une action sur le marketing? Je suis d'accord. Bon, nous allons l'examiner dans un instant. Deuxième situation, le désaccord entre l'entreprise et le salarié est permanent sur au moins 2 exercices successifs, où il y a un licenciement,
ou il y a une démission du salarié. Ce sont 3 cas. Le salarié reste à l'entreprise, mais désaccord au moins sur 2 exercices successifs sur cette action de formation, alors que le salarié y a droit. Ou alors il y a licenciement du salarié, ou alors il y a démission du salarié. Alors, essayons de voir comment on peut décider s'il y a ou non une provision à passer. Premier cas, accord entre l'entreprise et le salarié. Dans ce cas, nous ne passerons pas de provision. Et nous allons expliquer pourquoi. L'obligation à l'égard d'un tiers à la date de clôture existe, puisque c'est une obligation légale. Donc, dès l'instant où on a un salarié en durée indéterminée, etc., on a une obligation de lui accorder un droit, un crédit d'heures de formation. Est-ce qu'il y a une possibilité de sortie de ressources envers ce salarié? Ben oui, puisque l'entreprise doit assurer les frais de la formation, plus payer aux salariés, les heures, etc., etc. Bien. Et est-ce qu'il y a un retour au moins équivalent? Eh bien, dans ce cas, nous allons dire oui. Il y a un retour pour l'entreprise, dont une compensation à ses frais. Pourquoi? Parce que si l'entreprise est d'accord, et c'est notre premier cas, c'est qu'elle pense que l'action de formation auprès de ce salarié va être bénéfique pour l'entreprise. Le marketing, c'est bon pour l'entreprise. Donc, il y a une contrepartie. D'accord? Donc, on ne passe pas de provision. Et c'est la logique. Deuxième cas, désaccord permanent sur 2 exercices successifs, ou licenciement, ou démission. Alors, dans ce cas, on a un désaccord sur le choix de la formation. Le salarié dit, moi, je suis intéressé par cette action de formation. Et l'entreprise dit, non, mais attendez, mais ça ne va servir à rien pour l'entreprise. Je suis pas d'accord que vous suiviez cette formation. Ah, deuxième année, pareil. Le salarié peut demander et obtenir, bien sûr, de bénéficier d'un congé individuel de formation, ce qui entraîne les dépenses dont nous avons parlé pour l'entreprise. Donc, reposons-nous les bonnes questions. Existe-t-il une obligation de l'entreprise envers le salarié à la clôture de l'exercice? Oui, c'est légal. Il a droit à son crédit d'heure. Bien. Est-ce qu'il y aura une sortie de ressources probable en faveur du salarié? Oui. Dépenses de formation, les heures à payer. Est-ce qu'il y aura une contrepartie au moins équivalente pour l'entreprise? Si vous me répondez oui, on ne passe pas de provision. Si vous me répondez non, on passe une provision. Eh bien, le fait que l'entreprise n'est pas d'accord sur la formation veut dire que, aux yeux de l'entreprise, cette formation n'apportera rien à l'entreprise, d'où l'absence de compensation, d'où la passation d'une provision. Ça, c'était le désaccord. Mais le licenciement, c'est pareil. Là, le salarié a toujours droit à faire ses heures de formation. La démission, c'est pareil. Il a toujours droit à son droit à cette formation. Mais la contrepartie, est-ce qu'elle y est pour l'entreprise? Non, le salarié qui démissionne s'en va. Le salarié qui est licencié s'en va. Et l'entreprise, ultérieurement, n'a aucune compensation. Donc on passe une provision. Vous voyez, ces 2 questions qui sont systématiquement à se poser. D'accord? Est-ce qu'il y a une obligation qui existe à la clôture de l'exercice? Est-ce qu'il y a une probabilité de sortie de ressources envers le tiers concerné, sans contrepartie au moins équivalente? Quand vous répondez favorablement à ces questions, la provision, très certainement, est à passer. Et ces 2 questions vont vous aider à savoir s'il faut passer une provision. Alors, donc, il convient de constater un passif, provision, dans ce deuxième cas. Il en est de même en cas de licenciement, comme on le disait, et de démission, dans la mesure où il n'y a pas de contrepartie. Je vous l'ai expliqué. Passons à la troisième provision particulière, les chèques cadeaux et les cartes de fidélité. Vous connaissez ça, et dans la vie courante, ça se pratique énormément, notamment dans les supermarchés et autres. Alors, essayons de voir de quoi il s'agit. Ce sont des avantages pour les clients. Parmi les avantages octroyés par l'entreprise à ses clients figurent les chèques cadeaux ou les cartes de fidélité. Comment ça se passe? Eh bien, ces avantages sont liés au montant de ventes qui ont été réalisées. Le client a acheté un certain nombre d'articles, il a droit à bénéficier d'un chèque cadeau ou d'une réduction. Mais
sur ses prochains achats. Voilà la situation. Comment se traite comptablement cette situation? Eh bien, examinons toujours, et c'est notre guide qu'il faut retenir, examinons toujours les conditions d'une provision. Est-ce qu'il y a une obligation à l'égard d'un tiers à la clôture de l'exercice? Ben oui, puisque dès qu'il y a la vente initiale, il y a ce, entre guillemets, cadeau qui est offert, dont il existe dès que le client a acheté des marchandises. On est d'accord? Dans un cas simple. Et s'il a acheté les marchandises avant la fin de l'année, cette obligation existe à la clôture de l'exercice. Quand je dis l'année, c'est l'année sociale. Là, est-ce qu'il y a une probabilité de ressources envers ce tiers? Oui, car le tiers, dès qu'il va réacheter quelque chose, va bénéficier d'une réduction et de son chèque cadeau le cas échéant. Donc, c'est l'avantage. Et est-ce qu'il y a, et ça c'est la clé, est-ce qu'il y a une contrepartie attendue par l'entreprise au moins égale? Si oui, je ne passe pas de provision. Sinon, vous avez compris, on passe une provision. Mais non, la contrepartie, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que c'est lié à des ventes qui sont passées et il n'a plus d'engagement. S'il achète des produits, ben, on lui donnera des produits nouveaux qu'il paiera avec réduction. Ce n'est pas un engagement. Donc il faut passer une provision. Il faut passer une provision car il n'y a pas de contrepartie à attendre du client ultérieurement. D'accord? Alors, une provision doit être constatée. Comment l'évaluer? Comment l'évaluer? Eh bien, soit l'entreprise a un calcul précis, basé sur des statistiques précises, etc., soit il n'y a pas de méthodologie particulière. Comment va faire l'entreprise pour évaluer une provision? Eh bien, on provisionnera la totalité des avantages consentis. La totalité des avantages consentis. Et on les connaît puisque ceci se traite la plupart du cas, dans des cas classiques, au niveau de l'émission de chèques cadeaux, au niveau de réductions qui sont formalisées par un petit coupon, au niveau des ventes qui ont été réalisées. D'accord? Donc, on connaît totalité des droits accordés, sans savoir en fait si ils seront tous exercés. Puisque des clients, surtout quand on met une date très proche pour bénéficier de l'avantage, des clients laisseront courir. Mais comme on ne sait pas, principe de prudence, on provisionne la totalité des avantages qui ont été officiellement accordés. Alors l'évaluation se pratique généralement sur la base d'un coût de revient, bien entendu, pas d'un prix de vente, puisque pour l'entreprise, le coût, c'est le coût de revient. Et l'écriture sera de quel type? On ne parle pas d'écriture, mais c'est toujours le même type d'écriture. Alors, essayons d'en donner une fois. 681, dotation aux provisions, provision d'exploitation, bien sûr, à un compte 15. En l'occurrence, ça peut être le 158. Autre provision pour charge. Mais ce sera toujours 681 à 15 et toutes ces provisions dont on parle aujourd'hui. Il nous reste à traiter les médailles du travail. Alors, les médailles du travail, quel est l'objet de ce problème? Eh bien, les médailles du travail sont destinées à récompenser certains salariés pour l'ancienneté de leur service ou pour la qualité de leur travail. Elles s'accompagnent fréquemment du versement d'une prime par l'employeur. Voilà la situation de départ, d'accord? Il est resté 25 ans, il a droit à une médaille et je lui donne une prime de 2 000, 3 000 euros, par exemple. Ou il a très très bien travaillé, il est super, je vais lui donner une médaille du travail, etc. Bon, traitement comptable. Traitement comptable, examinons les conditions de passation d'une provision. Et c'est bien d'avoir un guide comme ça sur chaque provision. Alors, l'obligation à l'égard d'un tiers existe-t-elle à la clôture de l'exercice? Oui, c'est une obligation qui peut être liée à la convention collective ou simplement qui peut être liée à ce qu'on appelle les usages de l'entreprise. Si l'entreprise a donné déjà dans le passé des médailles de travail, eh bien il faut penser qu'elle pourra continuer à le faire. Donc les usages, c'est suffisant. Donc obligation implicite et valable. Est-ce qu'il y a une probabilité de sortie de ressources? Ben oui, il faut bien faire quelque chose pour ce salarié. Et cette prime, c'est une dépense, c'est une charge. Bien, posons-nous la bonne question. Est-ce qu'il y a
une absence de contrepartie au moins équivalente de ce salarié. Et s'il y a une absence de contrepartie, je passe à la provision. S'il y a une contrepartie venant du salarié, je ne passe pas à la provision. Eh bien, par la logique, vous pourriez me donner la réponse, il faut passer une provision, car le salarié est récompensé pour le passé qu'il a fourni à l'entreprise. Et il n'a aucun engagement pour l'avenir. Donc on passe à la provision. Vous voyez, avec ces 2-3 petites phrases, ces 2-3 petites questions, et de la logique, on arrivera, et ça sera pareil pour le dossier énorme des provisions classiques, ça sera ces 3 petites phrases et ces 3 petites questions qui vous permettront, à part 2 ou 3 exceptions françaises, de trouver pratiquement dans 95% ou 97% des cas la bonne solution. D'où à prendre par cœur cette obligation, cette sortie probable de ressources. Est-ce qu'il y a une contrepartie venant, au moins équivalente venant de ce tiers? D'accord? Et nous y reviendrons. Mais déjà, ça nous a permis de bien avancer là-dessus. Alors, essayons d'être complets. L'évaluation de cette provision. Comment peut-on évaluer une provision à aujourd'hui sur des salariés qui sont en train de travailler, dont on n'est même pas sûr qu'ils seront là au moment où ils auront rempli, par exemple, ce n'est pas une obligation, attention, mais par exemple les 25 ans d'ancienneté. Eh bien, on va se servir un peu comme pour les engagements de retraite que nous traiterons ensemble à l'occasion d'une autre intervention. On va se servir sur des données statistiques par rapport aux salariés présents, au turnover, au temps de présence, aux gratifications que l'on a déjà données. On va faire une formule et on va déterminer un montant probable que l'on passera par l'écriture que vous connaissez maintenant, très classique, 681 dotations aux provisions à 153. Là, il y a un compte très précis, parce que ces gratifications-là, si vous voulez, ces provisions-là, sont les mêmes que les engagements de retraite. Donc, provisions pour pension et obligations similaires. Pension de retraite et charges similaires. Dans tous les cas envisagés, la position fiscale ne présente pas de divergence pour la déductibilité des provisions. Donc de ce côté-là, vous n'avez pas à craindre la fiscalité, elle suit la comptabilité. Ces provisions-là sont donc considérées comme, entre guillemets, de vraies provisions.